Maintenant, on va enfin pouvoir passer à notre formulaire de contact. Mais avant ça, une partie théorique pour vous expliquer ce que sont les formulaires et comment ils fonctionnent. Si vous souhaitiez créer un simple formulaire de contact ou un système plus avancé pour collecter des données, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir. Un formulaire est un élément interactif qui permet de collecter les informations entrées par les visiteurs, comme le nom, leur email ou un message. Il est très utile pour les contacts, les inscriptions, les paiements ou encore les réservations. Grâce à ces formulaires, vous pouvez optimiser la gestion de votre site en automatisant la collecte d'informations et en offrant une meilleure expérience utilisateur. Ils permettent également d'améliorer l'interaction entre votre entreprise et vos visiteurs en facilitant la communication et la gestion des demandes. Un formulaire est composé de plusieurs éléments. On a tout d'abord le form block, qui est le conteneur principal du formulaire, c'est l'élément qui regroupe tous les champs et boutons du formulaire. Ensuite, on a les champs de saisie, qui permettent aux utilisateurs d'entrer des informations, qu'il s'agisse de texte, d'une adresse email ou d'un numéro de téléphone. Ces champs doivent être soigneusement configurés pour éviter les erreurs et garantir une expérience fluide. Enfin, on a le bouton de soumission qui est indispensable, car c'est lui qui permet d'envoyer les données une fois le formulaire complété. En parallèle, on retrouve les messages de confirmation et d'erreur, qui informent l'utilisateur du succès ou de l'échec de l'envoi. Un bon message de confirmation peut rassurer l'utilisateur en lui indiquant que son message a bien été reçu, tandis qu'un message d'erreur clair permet d'éviter la frustration en guidant l'utilisateur vers une correction rapide. Différents types de champs sont disponibles pour s'adapter aux besoins spécifiques des formulaires. Les champs input sont utilisés pour des textes courts tels que le nom, le prénom, l'adresse email ou encore le numéro de téléphone. Ils sont souvent accompagnés de placeholders ou de labels explicites pour faciliter la compréhension. Les zones de texte, appelées text area, permettent de saisir des messages plus longs comme des commentaires ou des descriptions détaillées. Les menus déroulants, appelés drop-down, permettent à l'utilisateur de choisir une option parmi plusieurs, ce qui est utile pour les formulaires d'inscription ou de sélection. Les boutons radio sont conçus pour un choix unique, tandis que les cases à cocher offrent la possibilité de sélectionner plusieurs options. Il est également possible d'ajouter un champ de téléchargement de fichiers pour soumettre un document, comme un CV ou une photo par exemple. Et enfin, l'intégration d'un CAPTCHA est possible pour protéger le formulaire contre les spams et les robots, garantissant ainsi une meilleure qualité des données collectées. Le fonctionnement d'un formulaire Webflow repose sur plusieurs étapes essentielles. Tout d'abord, l'utilisateur remplit les champs et soumet le formulaire. Ensuite, l'envoi du formulaire se fait via la méthode POST, qui permet de transmettre les données en toute sécurité. Une fois envoyées, ces données sont stockées dans Webflow Forms et peuvent être consultées dans la section correspondante. Il est également possible d'envoyer ces données vers des services tiers tels que Zapier, Make ou un CRM comme HubSpot ou Notion pour une gestion plus avancée. L'automatisation du traitement des soumissions peut ainsi vous faire gagner du temps et optimiser vos processus de travail. Par exemple, les réponses peuvent être directement enregistrées dans une base de données ou déclencher des actions spécifiques, comme l'envoi d'un email de bienvenue ou la création d'un ticket dans un outil de support client. Les formulaires utilisent la méthode POST pour garantir une meilleure sécurité et confidentialité des informations. Contrairement à la méthode GET qui stocke les données dans l'URL, la méthode POST les transmet directement dans le corps de la requête, ce qui permet d'éviter leur exposition. En utilisant la méthode POST, vous évitez que des informations sensibles soient visibles dans l'historique du navigateur ou interceptées plus facilement par des tiers. C'est donc la méthode recommandée pour collecter des informations sensibles comme des emails, des mots de passe ou des fichiers. Pour encore plus de sécurité, il est conseillé d'ajouter des mécanismes de validation et protection supplémentaires, comme le chiffrement des données transmises, avec le protocole HTTPS. Chaque champ d'un formulaire Webflow possède un attribut name, qui est essentiel pour identifier et transmettre correctement les données. Webflow utilise cet attribut pour stocker et organiser les informations envoyées. Si vous intégrez votre formulaire à une API ou un outil externe, cet attribut sert de clé d'identification pour les champs. Il est notamment indispensable pour les intégrations avec Zapier, Make ou Google Sheets. Par exemple, un champ destiné au nom d'utilisateur aura l'attribut name égale nom, tandis qu'un champ pour l'adresse email sera défini par name égale email. L'utilisation de noms de champs clairs et explicites permet d'éviter les erreurs d'interprétation et facilite le traitement des données en aval. Une fois le formulaire soumis, il est important de savoir où retrouver et exploiter les données. Webflow enregistre automatiquement toutes les soumissions dans l'onglet Forms, accessible via les paramètres. Il est possible d'automatiser l'exportation vers des services comme Google Sheets, Notion, Zapier pour un traitement plus poussé. Vous pouvez également rediriger les soumissions vers un webhook ou une API externe, par exemple un CRM ou un logiciel de facturation. Enfin, une option pratique consiste à configurer une notification email automatique contenant les informations soumises par les utilisateurs. Cela permet d'être informé immédiatement des nouvelles soumissions et d'y répondre sans délai. Pour finir, retour rapide sur les points clés à retenir.
Webflow envoie les données en poste pour plus de sécurité. L'attribut name est indispensable pour bien identifier chaque champ et exploiter les soumissions. Le stockage natif de Webflow est accessible dans Forms. Et il est possible d'automatiser les soumissions avec Zapier, une API ou un autre outil pour envoyer les données vers d'autres plateformes. Voilà, vous avez maintenant une bonne compréhension des formulaires Webflow, de leur fonctionnement et des différentes options de collecte et d'exploitation des données. Grâce à ces outils, vous pourrez améliorer l'interaction avec vos utilisateurs, collecter des informations pertinentes et automatiser de nombreux processus pour optimiser votre site. Dans la suite de la vidéo, nous verrons comment créer le formulaire pas à pas et l'intégrer efficacement à notre site internet. Maintenant que vous êtes briefé sur les formulaires et leur fonctionnement, on va ajouter notre premier directement sur le site. Pour ça, on va dans la liste des éléments ici et on va un peu plus bas, on a cet élément qui s'appelle Form Block. On vient le glisser directement dans notre cellule et on a tout de suite une pop-up de paramétrage qui s'affiche. Pour l'instant, on va la fermer et on va y revenir plus tard. Il y a juste à venir dans Settings ici et on va paramétrer tout ça tout à l'heure. Par défaut, Webflow nous donne un champ nom et un champ email. Et à gauche ici, on voit qu'on a 3 sous-éléments. Le premier, l'élément forme qui contient les différents champs de saisie et leur label. Le label, c'est le petit titre juste au-dessus. Ainsi qu'un Submit Button, qui est un bouton comme on l'a vu dans la section précédente pour prendre le rendez-vous, mais qui fonctionne différemment. Son type est précisément pour actionner l'envoi d'un formulaire. Mais pour le reste, il fonctionne globalement de la même manière. On peut changer son style, le texte à l'intérieur, ajouter un icône si on le souhaite, etc. Après ça, on retrouve 2 autres éléments, Success Message, Error Message. C'est tout simplement les éléments qui seront affichés lorsque, pour le premier, le formulaire sera envoyé avec succès vers le site internet. Ça effacera de la page le formulaire et affichera ce message. Pour Error Message, par contre, ce sera un message supplémentaire qui s'affichera en dessous du formulaire pour indiquer qu'il y a eu un échec lors de l'envoi du formulaire. On va mettre de côté ces deux-là pour l'instant et se concentrer d'abord sur notre forme. Pour notre formulaire, on va avoir besoin de 4 champs. Le premier, le nom, donc on va reprendre celui-ci, l'adresse email également, et après on va donner la possibilité de donner un titre au message et le corps du message également. Pour que ça soit plus simple et mieux organisé, on va grouper les champs de saisie avec leur label dans des divs différents, qu'on va appeler des wrappers, qui permettent d'envelopper des éléments qui vont ensemble. Là, en l'occurrence, l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça permettra de mieux organiser, sachant que là, on n'a que 2 champs, donc ça va. On en a 4, mais dans certains formulaires que vous serez amené à créer, vous en aurez beaucoup plus. On va lui donner une classe Input Wrapper. Et on vient glisser nos champs à l'intérieur. On va faire pareil pour notre email. Et on va les dupliquer pour avoir aussi le titre et le corps du message. Le premier, ça sera le nom. Le deuxième, l'email. Troisième, le titre. Et enfin, le message. Pour l'instant, nos champs sont assez petits et les uns à la suite des autres. On va donner la possibilité de prendre toute la longueur aux champs qui vont en avoir besoin, comme le titre et le message. On voit que notre forme est limitée en taille jusqu'ici et que c'est, en l'occurrence, c'est le form block qui empêche le form et les inputs à l'intérieur de s'étendre. On va lui ajouter une classe, form block, et on veut lui dire qu'il épouse 100% de la place disponible en largeur. Comme ça, tous les éléments enfants peuvent en bénéficier. Le submit button, on le bascule en bas. Et pour gagner un petit peu de place, pour éviter de trop descendre, on va grouper le nom et l'email sur le même. On va prendre un quick stack qu'on va venir glisser juste là et on va mettre à l'intérieur nos input wrappers. On va lui ajouter une classe, comme ça on va lui enlever tout ce padding qui nous gêne. Super, ça commence déjà à ressembler à quelque chose d'un peu plus sympa. Voyons si nos labels ont besoin de style. En effet, on n'a pas la bonne police. On va voir si on peut déjà l'appliquer au niveau global avec le form block. Si je la sélectionne ici. Ok, ça marche très bien. On va en profiter pour sélectionner la couleur aussi. Ici, pardon. Dark Gray. Et pour la taille de la police, par défaut, c'est 14. C'est très bien.
Donc c'est 14. OK. On va styliser un petit peu nos inputs parce qu'on a des arrondis partout sur notre site. Ça serait dommage que les champs, eux, soient bien rectangulaires. On va prendre notre text field, on va lui ajouter une classe input pour champ de saisie en anglais. Et on va jouer avec le paramètre border radius comme on a déjà fait jusqu'à maintenant. On va augmenter, on va dire 10 pixels, ça sera peut-être un peu trop. Disons 8. On vient ajouter la classe sur les autres. Très bien. Pour le champ message, comme on s'attend à beaucoup plus de texte que les autres, on va lui donner une hauteur minimum. Comme ça, on va lui donner l'apparence d'un plus gros bloc, sous-entendant qu'on attend beaucoup plus de texte à ce niveau-là et donc de contexte par rapport à la demande de l'utilisateur. On vient sur notre input, on va lui ajouter une classe supplémentaire. On va l'appeler text area. Et on va ici définir une hauteur minimum. Disons par exemple 100 pixels. Comme ça, peu importe le périphérique, le breakpoint, etc., on aura toujours une hauteur minimum de 100 pixels indiquant que c'est le bloc de texte principal. Pour personnaliser un petit peu plus et aider un peu plus l'utilisateur, ce qu'on peut faire dans les champs, c'est ajouter ce qu'on appelle des placeholders. C'est-à-dire qu'il y aura un texte ici qui sera affiché, qui indique ce qu'on attend de l'utilisateur. Et à partir du moment où il commence à taper à l'intérieur, ce texte va disparaître. Donc c'est un indicateur supplémentaire. Pour ça, on sélectionne le champ et on va dans la partie Settings ici. On retrouve les paramètres que je vous ai dit qu'on allait voir un petit peu plus tard. Et on voit ici qu'il y a marqué Placeholder. On va marquer par exemple votre nom. Et si je vous montre dans la preview, on a donc votre nom qui s'affiche et à partir du moment où je commence à taper, ça enlève automatiquement. D'ailleurs, on remarque que le texte est particulièrement clair. On va corriger ça tout de suite. On va aller dans la classe input et on va dire que le texte, on va donc écraser ici et indiquer dark gray pour bel et bien appliquer notre paramètre de couleur. Si on vient ici, on a bien notre couleur dark gray maintenant. Revenons aux placeholders. Donc, on va les ajouter pour les champs suivants. Ok, et pour finir, on va styliser un petit peu ce bouton. On va commencer par lui donner une classe submit et lui donner l'apparence du bouton qu'on avait pour la prise de rendez-vous. Button booking. Voilà. Pour changer son texte, on peut soit double-cliquer dessus, soit aller dans la partie Settings ici et on voit Submit Button Settings. Donc sur cette ligne-là, on a le texte par défaut du bouton, donc envoyer mon message. Et on a également un texte ici qui apparaît sur le bouton à partir du moment où on clique sur envoyer lorsqu'on n'a pas encore eu de retour du serveur concernant l'envoi du formulaire, que ce soit une réussite ou une erreur. Ici, on va pouvoir changer et mettre envoi en cours. Et l'apparence de notre formulaire est enfin terminée. On va maintenant pouvoir passer à la partie paramétrage de notre formulaire et des différents champs. Un rapide correctif par rapport au formulaire, et notamment l'encart message ici. Donc lorsqu'on a créé le formulaire, je vous ai dit d'utiliser ici un élément de type input, comme pour ces trois éléments. Donc ça marche très bien, on peut écrire du texte sans problème à l'intérieur et le soumettre. Il n'y a pas d'impact technique au fonctionnement du formulaire. Par contre, on a un élément qui est beaucoup plus adapté que juste le champ texte ici. Comme on l'a vu dans la partie théorie, on a un élément qui s'appelle text area et qui permet de saisir du texte sur plusieurs lignes, alors que là, tout s'écrirait sur une seule ligne. On va venir récupérer ici un élément text area, on va venir le glisser juste après, juste avant dans notre text wrapper, et on va lui appliquer les règles de style de l'ancien. Donc à savoir input, et après text area. On va récupérer ici les paramètres, donc à savoir form body et l'id form body. Pour pas qu'il y ait d'erreur, il faut dissocier le précédent. Sinon, Webflow va voir qu'il y a deux fois le même ID, il va rajouter un -2 comme là, field-2. On va venir ajouter le name et l'id. On enlève le -2 ici qui s'est mis automatiquement. Et après, le reste des paramètres, c'était pareil. Juste le placeholder. On va remettre votre message. Et voilà, maintenant, on peut supprimer celui-ci. Et vérifier le résultat en preview. Maintenant, lorsque l'utilisateur tape, il peut écrire sur plusieurs lignes.
Je fais survenir ce changement tout à la fin de la formation. Donc ne vous inquiétez pas si dans les vidéos suivantes vous voyez toujours l'ancien input, ça n'aura pas d'incidence étant donné qu'on ne va pas y retoucher jusqu'au test du formulaire.